La lutte contre la criminalité économique et financière passe à une décision décisive avec la création du tribunal pénal économique et financier. L'IGF l'en a fait avec la patrouille financière en amont et en aval. Il n'est resté que la sanction. Et aujourd'hui, nous avons ce tribunal pénal économique et financier. Nous en parlons aujourd'hui avec le professeur Aimé Toumba. Nous vous disons salut et bienvenue à vous qui nous suivez de partout sur cette chaîne nationale congolaise. Merci à toute l'équipe de l'émission Parlons Économie et merci à notre invité qui a encore accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Comment allez-vous, monsieur le professeur? Je veux très bien. C'est un débat, un sujet qui a suscité beaucoup de débats auprès de nos fidèles téléspectateurs. Beaucoup m'ont écrit à partir de l'Est, de l'Ouest du pays et à l'étranger. Ils nous ont, surtout la question qui ne cesse de revenir. Vous avez parlé incessamment à l'émission passée, vous avez parlé de la loyauté et de l'intégrité. Pouvez-vous nous donner le vrai parcours, nous souscrire ces grands parcours de la loyauté et de l'intégrité face à ce tribunal pénal qui vient d'être créé? Ok, merci beaucoup. La loyauté et l'intégrité sont deux qualités morales. Je vais commencer d'abord par la loyauté. La loyauté est une qualité humaine morale, mais qui est fondée sur la promesse de respecter ses engagements. Et cela, ça peut être vis-à-vis d'une institution, ça peut être vis-à-vis de ses superviseurs. Et vous voyez qu'on parle à la fois de l'institution et à la fois de superviseurs. Cela en appelle à deux concepts en matière de loyauté. Celle qu'on appelle la loyauté institutionnelle, qui est la promesse qu'un agent fait à son institution de respecter les engagements qu'il a vis-à-vis de l'institution. Mais aussi la loyauté individuelle, qu'on appelle également personnelle, qui est une promesse de respecter les engagements pris vis-à-vis de ses superviseurs. Ces deux types de loyauté qui, des fois, peuvent entrer en opposition l'une à l'autre. Et lorsqu'on parle de la loyauté, là-dedans, on va voir également l'intégrité. Il y a là-dedans un concept d'intégrité, mais beaucoup plus un concept de fidélité. Et pourquoi je dis que les deux peuvent entrer en opposition? Il peut arriver à un moment donné où les intérêts de l'institution entrent en contradiction avec les intérêts des individus, des superviseurs. Donc un agent sous supervision d'un autre agent qui se retrouve entre la loyauté institutionnelle, obéir aux intérêts de l'institution, et la loyauté individuelle, obéir aux intérêts de son superviseur, dont la loyauté institutionnelle est mise en question, et la personne se retrouve un peu en difficulté. Mais il y a toujours un conseil. C'est pas facile, hein, à des moments pareils de la vie. Mais ce n'est pas aussi difficile. Arrive, voilà. Ce n'est pas aussi difficile. Tu sais, dans la vie, le plus essentiel d'abord, c'est de savoir tirer ses propres limites dans la vie. Les limites entre ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. La loyauté individuelle se fonde également sur le fait d'être loyal envers soi-même. C'est vrai, tu dois être loyal envers l'institution. Tu dois être loyal envers tes superviseurs, mais tu dois aussi être loyal envers toi-même. Envers toi-même veut dire, tu as des valeurs morales, tu as des limites de ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Si tu es loyal envers toi-même, je crois tu sauras quand est-ce que tu peux dire oui à ton superviseur et quand tu peux dire non à ton superviseur. Mais il y a un petit problème dans le cadre de la lutte contre la fraude. Un auteur américain, Albrecht écrit un livre sur la prévention et la lutte contre la fraude. Il a beaucoup parlé de la fraude, différentes fraudes, mais j'ai retenu deux grandes sortes. Lesquelles? Il parle de la fraude contre une organisation et la fraude pour une organisation. La fraude contre une organisation et la fraude pour une organisation. Elle devient faute positive, si on comprend bien. Donc, prenons quelqu'un qui travaille pour une entreprise de l'État, par exemple. Donc, il y a deux manières. Il peut commettre la fraude dont l'entreprise est victime, parce qu'il a volé l'entreprise. Mais il peut commettre aussi la fraude pour l'intérêt de l'entreprise. Ça veut dire, par exemple, vous prenez une entreprise de l'État,
ou le responsable de finances truque les états financiers vis-à-vis peut-être de partenaires étrangers. Il l'a fait pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt de l'institution. De là, elle devient un peu positive. Je ne trouverais pas cela positif parce que c'est une question d'éthique, une question de morale, une question de déontologie. Dans la vie, lorsqu'il le fait pour l'intérêt de l'organisation, il y a toujours une victime quelque part. C'est pour cela que je dis que les deux loyautés se fondent sur la loyauté individuelle. Et dans la loyauté individuelle, la personne doit savoir ses propres limites. Qu'est-ce qui est bon à faire, qu'est-ce qui n'est pas bon à faire. C'est le plus important. Mais nous savons qu'à un certain moment, les deux loyautés peuvent se compléter. L'institutionnelle et également la loyauté individuelle. Et dans le sens où vous avez une institution qui a de lois, de procédures, des intérêts, et vous avez un superviseur qui marche dans la ligne droite de l'institution. Donc, lui être loyal ne poserait jamais de problème. Le problème va se poser lorsque la loyauté institutionnelle du superviseur est mise en doute, que vous vous tenez à la loyauté individuelle. C'est-à-dire, vous le trouverez loyal à une personne qui est déloyale vis-à-vis de l'institution. Donc, en tout état de cause, lorsqu'il s'agit du secteur public, Albrecht dit dans son livre, dit que pour les agents du secteur public, il leur est toujours autorisé d'obéir le plus à la loyauté institutionnelle qu'à la loyauté individuelle. Parce qu'il arrive de fois, la loyauté institutionnelle pour quelqu'un du secteur public, ça signifie l'État, le pays. Et lorsque les intérêts du pays entrent en contradiction avec les intérêts de son superviseur, pour quelqu'un du secteur public, il est appelé à obéir aux intérêts du pays et à désobéir. Mais là, on va parler de la subordination. Souvent, ça arrive. Lorsque vous n'obéissez plus peut-être à l'autorité par excellence de ces postes-là, souvent, ça appelle à la subordination. On peut vous renvoyer et vous priver de votre salaire, de votre travail, être licencié. Je suis d'accord. Est-ce que vous allez peut-être demander la défense de votre cause? C'est toujours compliqué. Je suis d'accord avec vous. La dignité individuelle est quelque chose qui n'a pas de prix. Nous l'appellerons en anglais priceless. Ta dignité n'a pas de prix. Si vous me mettez, moi, dans une position où, soit je dois sauver ma dignité, en observant ou en défendant la loyauté institutionnelle vis-à-vis d'un superviseur qui me pousse à commettre des actes immoraux, je choisirai partir et perdre le travail et garder ma dignité. Le grand problème, c'est celui-là, en République démocratique du Congo. Au Congo, on dirait que le terme « démissionner » n'existe pas. Lorsque je sens que mon superviseur me demande de faire des choses qui vont à l'encontre du pays, à l'encontre de l'institution, j'ai le choix de partir. Si en disant non, ma voix ne peut pas être entendue quelque part où on peut me faire justice, je préfère partir et garder ma dignité. C'est plus simple que cela. Mais il y a un problème. Parce que l'individu en soi, il regarde sa famille, il regarde sa femme, ses enfants, ses neveux, ses nièces, ses parents propres. On voit aussi là le cousin, cousine, le grand-parent, parce qu'il y a toujours une grande famille derrière une autorité. Lui demander de respecter son intégrité individuelle, ça, c'est lui demander de priver sa famille de besoins vitaux. Écoute, lui demander de priver sa famille de la nourriture, de la scolarité. Tout ça est un clé lorsque l'individu veut prendre des décisions face à tout ce qu'il y a à la fraude, à la concussion, à la corruption. Écoute, vous êtes d'accord avec moi? En matière de besoin, non. Lorsque vous regardez en face de vous, ma famille, là, mes enfants étudient en Europe, un exemple. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je dis ceci dans la vie, il y a ce que nous appelons des besoins éphémères et des besoins à long terme. La dignité, la loyauté institutionnelle paye toujours à long terme, même si ça ne paye pas à court terme. À court terme, c'est quand tu te dis, je pars aujourd'hui, je n'ai pas de salaire. Ça, c'est pour demain. Et après-demain, après le lendemain, qu'arrivera-t-il à ta dignité? Après 5 ans, après 6 ans, après ta mort, qu'est-ce qu'on parlera de toi? Tu as pu voir ton salaire de ce mois, du mois prochain, tout en commettant des actes immoraux contre l'institution, parce que tu dois sauver ton salaire. Qu'arrivera-t-il dans 5 ans? Et ne penses-tu pas que, supposons qu'aujourd'hui tu as défendu ton superviseur, qui te pousse à poser des actes immoraux, et tu restes, tous les deux vous avez été contre l'institution.
3 jours plus tard, ton superviseur part, ou il est parti de la société, qu'adviendra-t-il de toi? Donc il faut toujours voir, faire la part de choses entre ce qui est éphémère et ce qui est à long terme. La dignité, si ça ne paye pas aujourd'hui, ça peut payer à long terme. Et donc je suis de ceux-là qui... C'est pas facile. De fois de... C'est contraignant. C'est pas difficile parce que moi qui vous parle, j'ai déjà été victime de pareils scénarios. J'ai déjà été dans des situations pareilles où j'étais obligé de démissionner. Un bon salaire, tous les avantages, comme un expatrié dans un pays. Mais je travaillais avec quelqu'un qui avait les regards sur l'argent. Il voulait la corruption. Il voulait le détournement. Moi, ça ne marche pas. Je tente de faire entendre ma voix au niveau supérieur. Mais, quelque part, il s'accrochait à un arbre. Et je ne pouvais pas le détruire. Je n'avais qu'un seul choix, c'est de partir sauver ma dignité. Mais guess what? J'ai sauvé ma dignité, ça ne m'a pris qu'un mois pour que notre organisation me rappelle, pour me donner notre poste. C'est ce que je te dis, on ne regarde pas toujours ce qui est éphémère, il faut regarder ce qui est à long terme. Donc ça, c'est la question un chemin difficile. De la loyauté. Dans tous les cas, c'est un chemin difficile. Les règles morales sont absolues dans la vie de l'homme. Ce qui est mauvais dans notre pays, c'est relativiser les règles morales. On ne les relativise pas. Elles sont absolues. Elles s'appliquent. Que vous le vouliez ou pas, ça ne dépend pas d'être pauvre ou d'être riche, pour être honnête. Ça ne dépend pas d'être dans une situation de richesse ou de pauvreté pour être loyal. Non. Ça dépend d'avoir des valeurs morales à respecter et sur lesquelles vous basez. C'est le plus essentiel. Elles sont absolues. Elles sont indiscutables. C'est encore mieux de demeurer pauvre. Mais pauvre dans la dignité, dans la loyauté, dans l'intégrité, dans le respect, que d'avoir une richesse amassée dans le vol, dans l'absence de dignité, dans la malhonnêteté. Ça ne sert jamais. Ça, c'est ce que j'en sais et ce que j'ai appris. Mais ça, c'est la loyauté. Tu as posé la question sur loyauté et intégrité. Donc, les deux valeurs se complètent. Ce sont des valeurs morales qui se complètent. Ça, c'est une école. Hein, nous sommes une école. Hein. J'ai beaucoup aimé quand je parcourais la plateforme d'Indeed. Indeed est une plateforme aux États-Unis qui assiste beaucoup dans les recrutements de personnel et consorts, même du secteur public. Et la plateforme Indeed distingue deux types d'intégrité. Bon, je ne parle pas du deuxième type, quand on vous dit l'intégrité territoriale, c'est une manière de dire la souveraineté, où on n'est pas touché au territoire national, mais celle qu'on appelle la vraie intégrité professionnelle, ou qui est supposée être, ou qui est synonyme de quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, quand on dit de toi que tu es intègre, ça veut dire simplement que tu es quelqu'un digne de confiance, quelqu'un qui a le sens de respect de principe, le sens de respect de loi et de normes. Quand vous me mettez, vous dites, dans cette institution, voilà ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Être intègre, c'est rester dans la limite de ce qui est autorisé à être fait. Mais les deux se complètent. Les deux se complètent à un certain niveau. Et d'ailleurs, la loyauté inclut une partie de l'intégrité et aussi de la fidélité. Voici brièvement ce que je peux dire de l'intégrité de la loyauté, mais comme je l'ai dit, je répéterai toujours, c'est les valeurs, ce sont des valeurs morales, et les valeurs morales restent absolues. Ce ne sont pas des valeurs à relativiser. Ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Que je sois pauvre ou riche, les mêmes normes s'appliquent. Donc on ne peut pas se dire, parce que moi je suis riche, moi je suis pauvre, je ne suis pas obligé d'être intègre ou d'être loyal. Donc il n'y a que le riche qui peut l'être. Non. Mais en regardant notre société aujourd'hui, la société congolaise, lorsque vous la regardez, vous êtes professeur d'université, un financier chevronné, vous avez travaillé dans les institutions internationales, donc vous avez quelqu'un qui a des valeurs morales très élevées. Alors lorsque vous regardez la société congolaise, comment elle évolue, vous pensez qu'il y a encore des gens intègres qui ont cette moralité bien assainie? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, il n'y a plus, peut-être aux écoles, nous, lorsqu'on étudiait à l'école primaire, il y avait des cours comme le civisme, l'éthique. Mais est-ce que ce sont encore des cours qui sont pris avec cœur, même dans les universités? Je ne crois pas, vous m'avez enseigné. Vous savez, à l'époque, l'éthique avait une pondération 3. C'est vrai, on demande, vous devez la prendre au sérieux. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui pour aider la jeunesse? Nous sommes tous jeunes, mais avoir ces valeurs morales, afin que demain, lorsqu'ils occuperont des postes très élevés, qu'ils savent comment
l'assumer avec intégrité et loyauté. Bon, si tu veux que je parle de la Où se situation du situe pays, le pays, voilà. je ne veux pas parler de mon opinion, mais je recours quand même à certaines données. Où se La situe fois la passée, nous République avions démocratique du parlé des données qui sont publiées annuellement par Transparency International, qui publie chaque année ce qu'on appelle l'index de corruption dans le monde. Et Transparency travaille sur 182 pays et dans le total. Et l'évaluation va de 1 à 100. Et il y a également ce qu'on appelle, ça c'est le score, qui est l'évaluation, mais il y a également le classement. Et du point de vue de score, la RDC a 20 sur 100 en matière de corruption. Ça veut dire simplement, si nous devons raisonner en termes de pourcentage de la population, ça veut dire simplement que 80% de la population est versée dans la corruption, si on veut estimer de cette manière-là. Et du point de vue du classement, sur 182 pays, la RDC est 163e pays sur 182. Ça signifie vers les tout derniers pays qui sont les plus corrompus dans le monde. Donc déjà, si vous avez un pays où vous avez 20 sur 100 en matière de corruption, c'est que la majorité de gens sont impliqués dans la malhonnêteté. La corruption, c'est déjà une malhonnêteté. 20 sur 100, 163e place sur 182 dans le monde entier. Et ça vous dit quelque chose? C'est énorme. Très énorme. Ça montre le niveau de dépravation de mœurs. C'est vrai, bon, c'était notre sujet, si on peut avoir l'occasion d'en discuter un jour. Il faut réformer de l'enseignement. C'est vrai, je suis d'accord avec réformer l'enseignement. Mais l'enseignement, c'est quoi? Il y a le programme, mais il y a également les enseignants eux-mêmes. OK? Quand vous réformez l'enseignement, réformez le programme, réformez également l'enseignant lui-même, qui doit transmettre ses enseignements aux étudiants. Mais nous en vivons dans beaucoup. Où, chaque fois, tu y vis avec moi, chaque fois je parle à mes étudiants. Et d'ailleurs, partout quand je pose mon examen, vous allez voir qu'à la fin de la page de mon examen, je dis toujours, tricher et corrompre sont des valeurs qui détruisent votre avenir et l'avenir de votre pays. Demandez partout où je donne cours. On vous dira toujours, dans mon examen, la dernière page, il y a toujours une phrase où j'écris « tricher ou corrompre sont des antivaleurs qui détruisent votre avenir et l'avenir de votre pays. » C'est pourquoi je le dis, parce que je sais que j'ai du respect pour certains collègues professeurs, mais je sais qu'il y en a qui encouragent beaucoup. Vous imaginez un enfant qui sort d'une famille qui est pauvre, qui n'a pas assez de millions. Le parent sort l'argent, paye son minerval. Vous ne savez pas comment il a eu cet argent. Et le parent sort de l'argent chaque jour payer le transport de cet enfant. Et cet enfant est intelligent. Mais vous lui privez sa note parce que vous attendez qu'il vienne vous corrompre. Vous avez rendu mauvais service, non seulement à l'enfant, à la famille et à toute la nation. Et c'est pour cela que je dis que, oui, peut-être qu'on en parlera un autre jour. Oui, il faut réformer l'enseignement. Il faut réformer aussi l'enseignant. Ça devient toute une nécessité. Vous savez, dans des pays sérieux que moi j'ai vus, il est rare de trouver un professeur qui a été dans la politique, versé dans la fraude, dans la corruption en politique, qui rentre dans une université et va donner cours. Non, ça ne se fait jamais. Le seul pays où tu peux trouver cela, c'est en RDC où tu trouves un professeur, quand il est ministre quelque part, il est 2G, il brille dans la corruption et dans la fraude, et quand il termine, il rentre à l'université pour donner cours. Qu'est-ce qu'il apprend aux étudiants? On n'apprend pas seulement la science. Il faudra des sanctions. Nous formons les étudiants, on forme en science, on forme en personnalité. Quelle personnalité tu transmets aux étudiants? D'être voleurs comme toi. Et dans des pays qui se respectent, déjà quelqu'un qui a brillé de corruption et de fraude dans le milieu professionnel ne peut pas être admis à l'université pour enseigner les étudiants. Il est carrément en dehors du système. Mais en RDC, je vous dirais qu'ils sont nombreux que je connais dans l'enseignement, qui ont brillé de la fraude, de la corruption, du népotisme même quand ils avaient le pouvoir, de la concussion même quand ils avaient le pouvoir. Mais ce sont des professeurs. Et les étudiants les appellent grands professeurs. Et moi, je leur demande, mais qui est petit professeur? Et comment se porte ce différent, comme je l'ai tantôt dit en avant, que les cours comme le civisme, l'éthique à l'époque, c'était des cours
à haute pondération dans les écoles, dans les universités. Aujourd'hui, les étudiants ne trouvent de cours à être présents ou pas. Bon, ça passe parce que ça ne rapporte presque rien, alors que ça devait être réellement le base de ces différentes cours. D'ailleurs, tu sais que je suis un produit de l'université protestante. Je me rappelle quand nous avons terminé la licence. À l'époque, les universités chrétiennes avaient vocation de former de cadres congolais qui étaient formés à la morale, à la différence des universités publiques. Je me demande si la même vision continue jusque maintenant. Donc ce qu'on voulait, c'était se démarquer du secteur public, parce que quand nous faisions par exemple la licence à l'UPC, on avait les cours d'éthique, on avait les cours d'histoire de l'éducation, dans l'histoire de la révélation dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais le plus important était les cours d'éthique. Quelle est la déontologie? Quelle règle morale dans votre profession? Et c'était très capital. Parce que non seulement on vient pour apprendre la science, mais on vient apprendre à servir la nation. Et servir la nation en toute intégrité et en toute loyauté. Et si vous nous apprenez la science, vous ne nous apprenez pas le respect du bien public. C'est comme ça que vous mettez sur le marché deux enfants qui commencent le travail aujourd'hui. Il va détourner l'argent parce qu'il va avoir une voiture. Il ne connaît pas la ligne de démarcation entre le bien privé et le bien public. La caisse de l'État, c'est sa caisse. L'argent de la société, c'est son argent. Parce que l'université n'a pas fait son travail. Il a mis sur le marché quelqu'un qui a la conscience, qui a la science, mais qui n'a pas la conscience. Aujourd'hui, nous le savons tous, la fraude et la corruption sont deux mots qui pénalisent les systèmes économiques et financiers du pays. Je l'avais dit déjà dans mon introduction, l'UGF l'a fait avec la patrouille financière en amont et en aval, mais ce qui restait, c'était la sanction. Aujourd'hui, on a pu créer ce tribunal pénal économique et financier. Pensez-vous que ce tribunal peut-il être efficace pour éradiquer, de façon l'idéal, c'est l'éradication de la fraude et la corruption dans ces pays? Mais tu sais, éradiquer, je n'ai jamais été d'accord avec ça, parce que si vous allez voir ce qu'on appelle fraud data. Fraud data est une agence également qui fait des analyses sur le fraude, ce qu'on appelle et publie les données sur la fraude dans certains pays. Mais si vous constatez fraud data, vous allez voir qu'il n'y a pas un seul pays qui est épargné de la fraude. Même si vous voyez au niveau de la corruption, aucun pays n'en est épargné. Donc parler d'éradiquer, c'est trop exagéré. Mais réduire, je dirais que le tribunal peut le faire, mais à certaines conditions. Je vais commencer par le premier point, la condition qui peut aider le tribunal à être efficace. C'est au niveau de la gouvernance. Il y a un concept que nous appelons souvent la redevabilité. Le droit de la redevabilité. Pas droit comme tel, mais la redevabilité. Les anglophones appellent cela accountability. Accountability, c'est quoi? Il y a là-dedans, dans la redevabilité, la transparence et le concept d'imputabilité. Responsabilité, transparence et imputabilité. Comment le tribunal pourrait être efficace dans un environnement où le lendemain, le tribunal peut prononcer un jugement contre quelqu'un, il est condamné, après un mois, il est nommé à un poste. Le tribunal ne sera jamais efficace. Donc, au niveau de la gouvernance générale, on doit renforcer ce qu'on appelle la redevabilité. Renforcer la redevabilité de manière que, quand une personne a été condamnée, quand une personne a été soupçonnée de fraude ou de corruption, qui ne trouve pas un autre poste pour aller commettre les mêmes actes. Il est déjà arrêté quelque part. C'est-à-dire on l'arrête d'une manière ou d'une autre, de façon systématique. C'est presque comme une manière de couronner l'impunité. En RDC, on dirait que on donne beaucoup de primes à ceux qui volent et ceux qui acceptent la corruption. Vous remarquerez, la plupart des gens qui tournent à des postes différents, ce sont ceux qui ont commis de fraude et de corruption au poste précédent. Il a été un poste intérieur, corrompu, la fraude, le lendemain, il est nommé à un autre poste. Est-ce que c'est ça la prime qu'on lui paye? Non. Lorsqu'on s'engage dans la lutte contre la fraude et la corruption dans un pays, le premier principe, c'est celui qu'on appelle tolérance zéro. Tolérance zéro veut dire, il a commis la fraude à un endroit, il a commis la corruption à un endroit, il doit être privé
de tout pouvoir. Il doit être privé de tout poste du secteur public. C'est déjà une bonne manière. Il n'y a pas meilleure manière de punir quelqu'un que de lui priver d'une promotion ou d'un poste parce qu'il a été accusé de fraude ou de corruption. Il n'y a pas aussi meilleure manière de faire la promotion de la fraude et de la corruption que de promouvoir les personnes qui ont commis la fraude et la corruption dans le temps passé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire lorsque quelqu'un qui est connu dans ses méthodes corruptibles, il faudra peut-être le priver, pas il faudra, mais le priver des autres promotions, des autres postes. Privé. Parce qu'on s'est dit qu'il pourra reprendre la même chose, le même système, et qui pourra pénaliser le pays. Oui, c'est ça en réalité. Tu ne peux pas prendre quelqu'un. Il était DG, par exemple, dans une entreprise du portefeuille. Il a détourné. Le lendemain, il est nommé ministre. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel signal vous donnez aux gens? Que si vous commettez l'argent, si vous commettez la fraude, vous commettez la corruption, vous serez promis à des grades supérieurs. Donc, le premier problème pour la réussite du TPF, c'est le règne de la redevabilité et de la responsabilité. D'accord? Que les gens qui ont été réellement punis restent punis. Et non seulement punis sur le plan juridique, mais privés également de toute promotion ou de tout pouvoir ou de tout poste officiel où ils peuvent commettre les mêmes actes. C'est le premier problème au niveau de la gouvernance. Ça, c'est général. Les dénoncés doivent être dénoncés parce qu'il y a un autre problème. Oui. Dénoncer ces gens qui pratiquent de telles méthodes ne pas une chose facile. Je ne suis pas encore au niveau de la dénonciation. Ici, je suis d'abord au niveau de la gouvernance elle-même générale. Okay. La gouvernance générale doit être telle que quand une personne est impliquée dans la fraude ou dans la corruption à un poste bien déterminé, qu'il ne lui soit pas permis d'avoir un autre ou d'accéder à un autre poste dans le gouvernement ou dans les fonctions publiques. Ça, c'est la redevabilité. Tant qu'il n'y a pas la redevabilité, tant que vous avez le règne d'impunité, le tribunal peut exister, il ne sera jamais efficace. Parce que même les personnes que le tribunal va condamner se retrouveront promues le lendemain et ce sont eux qui viendront causer des problèmes au tribunal. Vous pouvez même promouvoir quelqu'un qui a été arrêté par le tribunal. Le lendemain, il se retrouve au-dessus même de celui qui dirige le tribunal. Et c'est ça le grand problème de redevabilité. Ça, c'est au niveau général. Mais au niveau du tribunal lui-même, pour son propre fonctionnement, comme nous l'avons dit la fois passée, nous avons parlé d'un problème de recrutement. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et dans le recrutement, je crois que nous avons invoqué le problème de loyauté, d'intégrité et le problème de compétence également, n'est-ce pas? Exact. Et on va revenir là-dessus également. Donc, il y a au niveau du fonctionnement que le tribunal soit doté de personnes qui ont la compétence, qui ont la loyauté, l'intégrité et le patriotisme. Il y a également un problème de disponibilité de moyens mis à la disposition du tribunal. Il doit fonctionner. Et j'ai vu que dans l'ordonnance de loi, on a dit que le budget va émarger au budget de l'État. Mais cela ne suffit pas. On connaît comment les choses se font dans ce pays. Le tribunal peut se retrouver privé de moyens, ou on lui donne des moyens au moment où il n'en a pas besoin. Au moment où il en a besoin, on ne la lui donne pas. Donc il ne peut pas poursuivre sa mission, il ne peut pas accomplir sa mission efficacement tant qu'il n'y a pas de moyens conséquents. Donc il faut qu'il y ait des moyens mis à sa disposition. Le personnel recruté doit être compétent, loyal, et intègre et patriote. Les moyens doivent être mis à la disposition du tribunal pour accomplir sa mission, mais également l'indépendance dont l'ordonnance parle doit être réelle et non l'indépendance sur papier. Parce qu'on sait, actuellement, par exemple, le pouvoir judiciaire a toujours été réputé indépendant, mais beaucoup de jugements sont beaucoup inféodés par la politique. Et vous allez voir, quelqu'un qui a tort, il a raison parce qu'il est accroché à un arbre quelque part. Et celui qui avait raison il faudra les dissocier. Parce qu'il n'est pas accroché il faudra dissocier ces deux pouvoirs. Et pourtant, en réalité, le pouvoir judiciaire est indépendant. Donc, bien que l'ordonnance parle de l'indépendance du tribunal, il faut que cette indépendance soit réelle et que ça ne soit pas seulement sur papier. Mais un autre élément très important que je peux noter dans le cadre de TPF est que, en lisant, j'ai trouvé que le modèle du fonctionnement de TPF semble être similaire au modèle du fonctionnement de PPF. Le PPF, c'est l'équivalent de TPF en Côte d'Ivoire. Et ils l'appellent PPF au pôle pénal, économique et financier. Dans le modèle de fonctionnement, il y a beaucoup de similarités. J'ai vu qu'au niveau du TPF, il est dit que la plupart des décisions contestées est juste d'un pouvoir en cassation.
Mais au niveau des PPF, on dit qu'il y a un tribunal, je crois, un tribunal d'appel qui est créé à Abidjan. Donc, quand j'ai essayé de comparer les deux, le modèle était presque identique. Je me dis, quelque part, il y a un couac. C'est quoi Comme le je couac l'ai en dit la fois question? passée, c'est pas bien toujours de copier-coller, parce que les environnements ne sont pas les mêmes. Je parlais tout à l'heure des indices, des index de corruption publiés par Transparency. Si vous prenez la Côte d'Ivoire par rapport au Congo, la Côte d'Ivoire, en 2025, avait 43 sur 100, mais le Congo n'avait que 20 sur 100 en matière de corruption. Le Congo est autour de 163e place. La Côte d'Ivoire autour de 76e place. Donc, du point de vue de la corruption, si on, en termes de pourcentage, l'environnement congolais est le plus corrompu, peut-être 2 fois plus corrompu que l'environnement ivoirien. Et donc, les deux institutions ne peuvent pas fonctionner exactement de la même manière. Il faut une adaptation. Je pense, si moi, j'étais à la place de décideurs, j'aurais fait du TPF un tribunal spécial, complètement indépendant. Spécial et complètement indépendant. Parce que, imaginez-vous... C'est pas lui, leur attribue aussi assez de pouvoir, parce que c'est vrai, vous parlez de l'intégrité, de la loyauté, du civisme, vous parlez du patriotisme pour le personnel qui travaillera peut-être, pas peut-être dans ces tribunaux, mais leur accorder trop d'indépendants, vous le dites tout haut, nous sommes encore au 20% de la corruption, dans les 80, nous sommes dans la corruption, celle 20 essaye de lutter contre celle-ci. Lorsque je parle trop d'indépendance, ça causerait pas plus tard d'autres problèmes liés peut-être à cette à une subordination je sais là ce que tu veux dire. Oui, du personnel du tribunal. L'exemple de l'IGF, Voilà. qui relève de la compétence de la présidence. L'IGF a beaucoup de pouvoir, peut contrôler n'importe qui, parce que ça vient de la présidence. Ouais. Il n'est pas dit que lorsqu'on lui donne une autonomie, et que ça soit un tribunal spécial, ça veut dire que ça ne dépend de personne dans le pays. Prenez aux États-Unis, par exemple, ce qu'on appelle inspecteur général. L'inspecteur général aux États-Unis, c'est l'équivalent de la Cour des comptes. Il ne relève que du Congrès, parce qu'il peut contrôler le président. Mais ça ne veut pas dire qu'il est contrôlé par Dieu. Non, il est contrôlé par le Congrès. Donc, tout au moins avec ça, ça augmente son indépendance et également son pouvoir. Imaginez-vous un scénario. C'est le droit de quelqu'un qui a été traduit en justice au TPF, d'interjeter appel s'il n'est pas d'accord avec la décision de TPF. Okay, tu es d'accord avec moi? Mais selon l'ordonnance, il a un pourvoi en cassation, veut dire qu'il va aller à la Cour des cassations. On rentre dans le système judiciaire actuel qui a sa renommée. Vrai ou faux? Et vous remarquerez que la plupart des cas de gens qui ont, je vous ai dit la fois passée, que quand quelqu'un commet la fraude, il a déjà de moyens, il a de l'argent. Il peut se taper n'importe quel avocat pour le défendre. Et vous le mettez au TPF. Il se prépare déjà quelque part. Il est préparé. Si il est interpellé, comment il va intervenir pour s'en sortir vous le mettez au TPF, même s'il est condamné, il fait un pourvoi en cassation, on l'amène en cassation, et on vous dit qu'il a été acquitté. Très facilement, avec le système judiciaire actuel. Ça veut dire que le TPF n'aura rien fait. Parce que vous remarquerez, la plupart des gens qui commettent la faute de la corruption ont deux moyens de s'attraper des avocats. Et les avocats savent comment jouer. Ils ont des associés qui peuvent le protéger. Alors, quand vous dites, parce qu'on ne la commet pas seul. Quand vous ouvrez cette brèche-là, quand vous ouvrez cette brèche-là, de donner aux gens le droit d'aller en cassation, donc rentrer dans le système judiciaire actuel, voilà, avec sa réputation. Ça veut dire que la plupart des jugements qui seront rendus par TPF, les gens vont les contester, ils vont aller en cassation et ils seront lavés de l'autre côté. Parce que c'est ce qui se passe. On en a vu de gens qui ont fait des détournements ici de millions, la presse en a parlé, ils sont parlés et on a émis des jugements qui n'ont jamais été exécutés. Et les gens se sont échappés. Donc c'est ça le problème de la comparaison, d'avoir copié sur le modèle ivoirien, qui l'environnement est moins corrompu que l'environnement congolais. En quelque sorte, il y a encore un problème dans sa création. Il y a des aspects qu'il faudra revoir pour le rendre très efficace dans son applicabilité. Oui. Tout ne peut pas être parfait, c'est comme je l'ai dit la fois passée. Je salue déjà l'effort de l'avoir en place. C'est déjà, mais on peut continuer à travailler vers la perfection. L'essentiel est qu'il existe déjà, on travaille vers la perfection. Toujours dans le cas de son efficacité, l'élément encore très essentiel de son efficacité, c'est au niveau de l'instruction même des infractions.
L'ordonnance dit ceci, si vous lisez bien l'ordonnance, j'ai je pris vais un voir paragraphe. aussi. Il dit ceci, C'est moi, oui. dans la répression des infractions visées à l'alinéa 1 du présent article, c'est sûr. le TPF n'est saisi que si celles-ci ont préalablement fait l'objet d'enquêtes administratives. Donc, le TPF ne peut pas se saisir d'une infraction qui n'a pas fait l'objet d'une enquête, mais qui font 2 enquêtes. Vous rentrez dans l'ordonnance. L'ordonnance part de la police judiciaire et cette fonction qui est assumée par les assistants techniques. Et vous remarquerez que le grand travail, le poids de la réussite de ce tribunal reposera sur les épaules des assistants techniques, qui apparemment ne semblent pas avoir le pouvoir, mais ils sont très critiques dans ceci. Rappelez-vous, la fraude arrive. Albrecht, dont je parlais, qui a écrit également sur la prévention et la fraude, il vous dit que il ne peut pas y avoir une investigation s'il n'y a pas eu une détection de la fraude. Et la détection de la fraude peut se faire de plusieurs manières. Ça peut se faire à partir de ce qu'on appelle les symptômes de fraude. Ça peut se faire par certaines méthodes inductives ou déductives. Il y a ce qu'on appelle les approches proactives d'induction et une approche de déduction de la fraude. Nous, on n'entre pas dans ces détails-là. Ça veut dire simplement que, avant que l'affaire ne soit déclarée devant le TPF, on doit détecter, conduire l'investigation et réunir les preuves, et le TPF jugera sur base de preuves. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de preuves solides, on ne peut pas condamner quelqu'un quand bien même il aurait commis la fraude ou la corruption. Donc, le grand travail réside d'abord et fait d'abord au niveau de la détection de fraude et au niveau de l'investigation. C'est là qu'il y a le gros morceau qu'il faut faire. Mais en finance, aujourd'hui, le pays, nous travaillons encore avec cette méthode de papier, qu'on n'a pas encore tout informatisé. D'être corruption n'est pas chose facile. Vous savez, n'est pas chose facile. La chose... Je m'imagine un peu, bon, vous qui êtes un grand enseignant de finances publiques. OK. Attends une minute. Donc vous aurez des livres en livre, vous devez contrôler chaque écriture, voir par où est passé. C'est pas facile. Non. Le domaine de la détection de fraude et des investigations, comment cela se fait? Nous l'appelons domaine des jurys comptabilité. Et la chose qui me fait beaucoup rire dans l'environnement congolais est qu'on pense que la lutte contre la corruption et la fraude, c'est une affaire des juristes. Non, non. Totalement à côté. Totalement. Et ils viennent, moi je me dis peut-être en aval. C'est totalement à côté. À la fin, lorsque la sanction est connue de financier. Totalement à côté. D'ailleurs, la seule filière de droit de gens qui peuvent travailler dans la lutte contre la corruption, ce sont ceux qui ont fait la criminologie. Ce n'est pas les simples juristes. Non, ça c'est à côté. Complètement à côté. Y penser, il faudra l'oublier. C'est le domaine de la lutte contre la fraude et la corruption, nous l'appelons un domaine de jury comptabilité. Les personnes qui y entrent, qui sont appelées, ont ce que nous appelons 3 sets de compétences ou de capacités. Lesquelles? Compétences en comptabilité avérées, compétences en audit et compétences en technique d'investigation. Okay. Ce sont les gens qui combattent la fraude et la corruption. Vous ne me direz pas que nos gens qui font le droit à l'UNIKIN, à l'UPC, partout, ont appris la comptabilité, l'audit et l'investigation. Non, ils n'en ont pas appris. Et pour que ces personnes soient efficaces, et dans la détection, et dans la réunion, dans la collecte des preuves solides, des preuves irréfutables, parce que la décision de TPF ne peut être fondée que si les preuves qu'on a emmenées au niveau de la détection, de l'instruction, de l'investigation sont irréfutables. Et la personne qui peut réunir ces preuves, c'est une personne qui doit avoir les 3 capacités. 3 compétences. Il a la compétence en comptabilité, il a la compétence en audit et en investigation. C'est pour ça que nous l'appelons jury comptabilité. Ce ne sont pas des juristes. Et donc déjà, il faut faire très attention parce que pour que le tribunal siège, pour qu'il juge, il faut qu'on lui amène une infraction, on a détecté, on a fait l'investigation, on a documenté, on lui amène. Et les gens qui peuvent arriver à faire cela doivent avoir ces 3 sets de capacités. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas tout policier, parce qu'il il a fait la police judiciaire, il peut le faire. Non. Mon ami, je te dis, les gens qui commettent des fraudes, je vous ai dit, quand on a parlé de triangle de fraude,
Je vous ai dit, le quatrième élément dans le triangle était la capacité. Et la capacité impliquait le rôle et impliquait également l'intelligence. Ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. OK? Et la plupart de fraudes, il n'y a pas une fraude qui n'implique pas les mécanismes de finance et de comptabilité. Donc, il faut des gens qui connaissent comment détecter là où il y a une erreur, là où il y a un syndrome, où il y a par exemple un signal rouge, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec les notions de comptabilité, la connaissance de la comptabilité, la connaissance de l'audit, également la connaissance des techniques d'investigation, on peut suffisamment réunir des preuves. On peut détecter la fraude. On peut initier l'investigation et réunir des preuves qui seront réfutables, irréfutables devant le TPF. À défaut de cela, on aura 2 cas qu'on va investiguer. On amène demi-preuves qui sont contestables devant TPF et le jugement est contesté et la personne vous dit « je ne suis pas d'accord ». Je me rappelle qu'il y avait un jugement où on disait pièce contre pièce. Je ne veux pas entrer dans les détails. Et ils vont vous dire pièce contre pièce. Et on émet le jugement. Il est contesté. Il émet le pourvoi en cassation. Vous allez en cassation. On vous dit qu'il a été acquitté. Le lendemain, il est promis à un autre poste. Il continue avec la même fraude. Tout est parti d'où? De personnes habilitées à instruire les infractions parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Ça doit être connu ça doit être connu pas seulement des autorités, mais du personnel qui doit et qui devrait en principe travailler dans ces tribunaux. Nous comptons parce que c'est la fin de cette émission, faute de temps. Mais il y a une question que je ne voudrais pas bypasser peut-être avant la fin de cette émission, comme c'est déjà la fin. Comment faire en amont pour détecter le toute petite corruption rampante? Parce que c'est ce qui ravage les sociétés congolaises. Détecter les tout petites corruptions qui ravagent l'économie, qui ravagent notre société. Vous parlez de ce que nous avons dit de la petite corruption, voilà. Comment le selon les écrits de Wang. Parce que c'est ce qui détruit en grande partie la société et l'économie congolaise. Comment y arriver pour sanctionner ces genres de corruption qui sont presque invisibles pour nos autorités, pour la plupart d'entre nous Congolais, mais très visibles pour les gens qui s'y connaissent. Rappelez-vous, lorsque je parlais au début, la fois passée à l'émission passée, je vous ai dit que la lutte contre la fraude et la corruption était multifactorielle ou multidimensionnelle. Nous appelons ça en anglais multi-layers. Ce n'est pas une seule voie, c'est une diversification de voies, une diversification de approches. Mais je sais que du point de vue de la petite corruption, distinguons deux secteurs. Prenons le secteur, par exemple, de l'administration publique. La digitalisation, dans beaucoup de pays, a apporté beaucoup de solutions à la corruption, à la fraude. Ce qui n'est pas encore le cas pour nous. La digitalisation. On est encore un Ça peu veut dire simplement qu'on doit éviter de celles. continuer à avoir de transactions, des opérations dans lesquelles l'être humain se retrouve impliqué à plus de 80% ou à plus de 50%. Ou en face, voilà. Il faut réduire la présence de l'être humain dans le circuit et compliquer les relations avec les autres en introduisant la digitalisation. Ça, c'est un élément très capital. À part la digitalisation, nous avons parlé dans le temps de ce qu'on appelait l'éducation. L'éducation a deux sens. L'éducation, ceux qui viennent corrompre, et ceux à qui on corrompt également. Ils doivent être éduqués. Et aussi, il faut rendre publiques les informations nécessaires. Par exemple, vous dites, c'est publié, on dit que pour avoir un certificat, un permis par exemple d'exploitation, et tel permis par exemple d'exploitation, ça coûte $30. Et c'est rendu public, vraiment vulgarisé. Informé. Tout le monde le sait. Voilà. De telle manière que si je m'en veux pour avoir le permis, quelqu'un ne peut pas m'arnaquer pour me dire, moi, attention, ça coûte énormément cher, il faut que tu me donnes quelque chose pour l'avoir. Je connais le prix auquel je dois le faire parce que j'ai été éduqué à cela. Mais il y a aussi une autre méthode, surtout parce que vous savez, la petite corruption sévit dans toutes les couches de la population. Vous avez la police, et vous avez par exemple ouais. Il y a également ce qu'on appelle la formation de brigades anonymes. Les brigades anonymes, c'est quoi? J'ai trouvé dans un pays où je suis allé travailler, où il y avait un problème de corruption, un problème de terrorisme. Je discutais avec quelqu'un qui était engagé dans la lutte. Il m'a dit, Monsieur Jean, mais vous savez, la majorité d'informations que nous avons, nous ne les recevons pas par des officiels, par des voies officielles, ni par les personnes qui sont en tenue.
mais par de personnes anonymes. Créer un système de brigades anonymes qui se contrôlent mutuellement. Parce que vous savez, une seule brigade où les gens se connaissent, il y a risque également de concussion. Il y a une risque de complicité, c'est ce que nous appelons en anglais conspiracy. Donc, les gens s'entendent pour commettre la fraude ensemble, pour accepter la corruption ensemble. Participent directement. Mais si vous créez de brigades anonymes qui ne se connaissent pas, c'est-à-dire les gens se contrôlent mutuellement sans se connaître, vous pouvez réduire sensiblement. Je ne dis pas que vous allez éradiquer. Vous mettez la digitalisation, vous éduquez la population, vous vulgarisez les normes, vous vulgarisez les règles, vous vulgarisez les taux, les amendes et les coûts de la plupart des services publics. Ils sont vulgarisés. Mais vous mettez en place également certaines brigades anonymes de gens qui ne se connaissent pas. Je ne dis pas que vous allez réduire à zéro la petite corruption, mais vous allez la réduire sensiblement. C'est la fin de cette émission. Un mot pour nos fidèles téléspectateurs qui vous suivent de partout, mais aussi pour le pouvoir en place ou le gouvernant qui sont souvent été passés réellement ces grands problèmes, ces démons, la fraude et la corruption. Oui, c'est vrai. Les ce sont deux grands fléaux qui rongent la société et on devait y attirer beaucoup d'attention. On peut mettre sur pied plusieurs projets d'intérêt public et pour lesquels on dépenserait plus qu'on devrait le faire, juste à cause de la fraude et de la corruption. Pouvez-vous nous montrer le coût de la fraude? Dire un mot sur le coût de la fraude et de la corruption pour la société, d'une société telle que la RDC. Je ne peux pas donner un coût de la fraude, mais je peux vous dire que la fraude, surtout dans l'environnement de la RDC, coûte plus que vous n'en pensez. Je me rappelle, ou je peux vous dire, il y a une fois où j'ai lu un documentaire, par exemple sur la construction de routes en RDC. Le prix d'1 kilomètre de route en RDC était 4 à 5 fois supérieur au coût de la construction d'1 kilomètre de route ailleurs, à cause de la corruption. C'est trop. Et à cause de la fraude. C'est trop. Ça, je l'ai lu. Et j'ai discuté même avec les gens qui donnaient de l'argent, la banque qui donnait de l'argent pour la construction, estimait que le coût présenté pour 1 kilomètre de route était 4 à 5 fois supérieur qu'ailleurs, à cause de la corruption et à cause de la fraude. C'est déjà une estimation. Ça coûte plus que vous n'y pensez. Et je ne peux pas croire que dans le pays qui veut décoller, que ces deux fléaux soient mis à l'avant-dernière page, au lieu d'être à la première page. Ça, c'est mon dernier mot. Qui peut travailler dans ces tribunaux? C'est quelqu'un qui a une formation sur les finances publiques. Ce n'est pas seulement un juriste. S'il doit être juriste, il doit avoir aussi une autre formation complémentaire sur la comptabilité, en général, le finance publique, pour bien détecter, je dis bien, les différentes fraudes ou corruptions connues en finance et en économie. Et pour les personnes qui y travaillent, ils doivent aussi avoir la loyauté, l'intégrité, le patriotisme, en bref, l'éthique et le civisme. Ce sont des gens qui doivent se dire capables de juger les autres sans pour autant se reprocher. C'est lorsqu'on juge, on doit se dire qu'on est au-dessus de ces infractions. Mais lorsque nous-mêmes nous jugeons et nous faisons partie de ces infractions, c'est difficile de bien juger les autres. C'est exactement ce que j'avais dit la fois passée. On ne peut pas désigner quelqu'un qui vit de la fraude, de la corruption, pour combattre la fraude et la corruption. Le coût est énorme. Il est temps de se réveiller et de dire stop à ces deux mots pour le développement, sinon l'avancement de la société congolaise. Nous vous disons merci de continuer à suivre la chaîne nationale congolaise. Nous allons encore y revenir pour le 3e numéro avec le professeur Emi Toumba, qui est un grand financier de surcroît, un homme intègre parce qu'il a déjà travaillé aujourd'hui. Il continue à en parler. Nous en faisons une large diffusion parce que ce sont les deux mots qui dérangent notre économie et notre finance. Au revoir et à très vite.